pour cette conférence, donc, on va aborder le thème de la data creativity. Alors, on entend beaucoup parler de la data un petit peu partout autour de nous, évidemment encore plus dans nos métiers du digital. La question qui ressort souvent suite à ça, c'est comment est-ce qu'on est capable d'exploiter ces données. Alors, on retrouve de plus en plus de métiers de data analyst, data scientist, data miner, littéralement donc explorateurs de données qui naissent et qui ont comme objectif de rendre ces données exploitables pour les entreprises. Le problème étant que globalement, suivant la taille des structures, suivant le temps qu'on peut dédier sur une opération, des gens qui cherchent, on en trouve, mais des gens qui trouvent, on en cherche un petit peu. Donc l'objectif de la conférence aujourd'hui, ça va être de vous donner justement les outils pour transformer ces données, pas du tout dans un objectif donc, de big data comme j'ai pu l'aborder, mais dans un objectif de smart data. Donc voilà le thème de la conférence sur comment interpréter les tendances consommateurs grâce aux data, et c'est ce qu'on va voir donc, sur la demi-heure à venir ensemble avec donc Solène, où on va alterner tous les deux les prises de parole. Du coup, on va d'abord repartir en 2011. 2011, pourquoi ? Tout simplement parce que 2011, c'est le bouleversement de la création sur le web. Alors, je vais m'expliquer. Pourquoi bouleversement ? Parce qu'en 2011, le web, il s'ouvre, il devient de plus en plus social. Ça devient un véritable terrain d'expression pour tous les utilisateurs. Donc, on voit notamment en 2011 voir apparaître les premiers forums communautaires, les premiers groupes sur Facebook. Et donc, du coup, on voit des personnes qui vont commencer à s'exprimer sur Internet, échanger leurs opinions, aimer, critiquer. Donc, ils vont tous, au final, s'inspirer des uns des autres. Et petit à petit, ils vont vraiment laisser place à leur créativité. Et c'est comme ça qu'on va voir apparaître les premiers blogueurs, les premiers youtubeurs. Je ne vais pas vous présenter Norman, je pense qu'ici, tout le monde connaît Norman. Il fait ses petites vidéos où il va vraiment donner son opinion, son point de vue sur un sujet. Avec toujours un certain humour, on est assez d'accord. Et du coup, en 2011, c'est aussi la culture geek et la culture populaire qui commencent à flirter pour ne former plus qu'un. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on avait un groupe de rock, on s'entraînait dans son garage. Et à partir de 2011, on s'entraîne toujours dans son garage, on fait toujours autant de bruit. Mais à partir de 2011, on va vraiment pouvoir échanger et diffuser nos nouvelles créations musicales. Et pour prendre un autre exemple, à partir de 2011, donc, on a Kiss Kiss Bang Bang qui se crée. Donc, qui est une plateforme communautaire, et on va pouvoir donc partager tous nos projets, où on va pouvoir trouver donc de nouveaux investisseurs et de nouvelles personnes qui vont nous aider à mener à bien nos projets. Comment on va pouvoir faire ça ? Tout simplement parce que à partir de 2011, on a une disparition des frontières entre technique et créativité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tous les créateurs, tous les artistes, même toutes les personnes qui ont une passion sur un sujet A, B, Z, on s'en fiche, ils vont tous pouvoir vraiment créer leur propre espace, leur propre blog. Tout simplement grâce à WordPress. WordPress, vous n'avez pas besoin de formation de développeur, vous n'avez pas besoin de connaître le langage informatique, et tout le monde peut réellement créer son espace. Et 2011, c'est aussi la démocratisation de la créativité grâce à l'apparition du réseau social Instagram. Donc, je ne vous explique pas Instagram non plus, je pense que tout le monde le sait. On peut diffuser ses photos, ce qui place vraiment l'utilisateur d'Instagram au rang de créateur, voire même d'artiste. Donc finalement, tout le monde devient petit à petit son propre média. Et les premières personnes qui vont se frotter à la libération de la parole, donc les premiers acteurs, ça va être des acteurs qui sont aimés, qui sont adorés, ce sont des marques qui bénéficient d'un fort capital sympathie, ce qu'on va appeler en fait plus communément des love brands. Et en fait, à partir de ce moment-là, notamment les acteurs du secteur du tourisme, du secteur du food, ils vont voir tous leurs clients s'exprimer en masse sur des plateformes telles que La Fourchette, telles que TripAdvisor, où en fait chaque client va vivre son expérience et va commencer à partager son expérience. Donc tout ça, nous, c'est autant de données dont on va pouvoir se servir et qu'on va pouvoir analyser par la suite. Je pense que 2011, tout le monde se rappelle aussi des premiers groupes Facebook. Donc, par exemple, si toi aussi, le Nutella, c'est ta vie. Je ne dis pas ça parce que pour moi, le Nutella, c'est ma vie, mais c'est juste pour vous donner des petits exemples. Et du coup, ces nouveaux groupes Facebook, qui sont en fait des pages de marques déguisées. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 2011, les pages marques sur Facebook n'existaient pas encore.
Et en fait, ça a permis à toutes ces marques, avec ce fort capital sympathie, à tous ces love brands, de pouvoir commencer à tester un peu un discours au niveau social media. Et du coup, à partir de 2011, on voit vraiment qu'il y a une explosion des données, même si aujourd'hui, on est encore à l'âge de pierre de la data. Âge de pierre de la data, pourquoi ? J'ai un chiffre pour vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'entre 2013 et 2014, on a généré 500 fois plus de data que depuis les origines de l'humanité. Donc, ce qui est assez impressionnant. Mais pour vous, on va remettre ça un peu plutôt à l'échelle plus commun, on va mettre ça à l'échelle de la minute. Aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de posts qui sont likés sur Facebook en une minute. C'est 300 heures de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube, 300 000 snaps partagés et 350 000 tweets qui sont générés. Toutes ces données, on va avoir besoin de les analyser. Et donc, toute la question, c'est savoir comment on va pouvoir rendre ces données exploitables. Alors, la première réponse qu'on va apporter, c'est de classer l'ensemble de ces données. Alors, nous, on les classe en 4 grands pôles. Les premières qui sont les données relationnelles, c'est le premier type de données auquel on va penser spontanément. C'est tout ce que vous avez dans votre CRM, tout ce qui facilite votre gestion de la relation client, toutes les informations sur le client en tant que tel. Les données transactionnelles, là, c'est tout ce qui est lié à un acte d'achat. Donc là, on a beaucoup plus sur la relationnelle, on a la personne. Sur le transactionnel, on a l'acte, c'est-à-dire la période, la taille du panier, ce type d'informations qu'on retrouve régulièrement en e-commerce. Les données déclaratives, Solène les a très bien introduites tout à l'heure en présentant toutes les données qu'on va poster, qu'on va publier, qu'on va mettre en ligne sur le web, qu'on déclare finalement soi-même spontanément sur les réseaux sociaux aussi également. Et le dernier type, c'est les données comportementales. Alors là, c'est toutes les données qui sont liées tout simplement à la navigation, Google Analytics, Google Trends, tout ce qui est après outils d'analyse sur les réseaux sociaux également, qui vous permet de classer finalement ces données. Donc en résumé, vous allez retrouver donc, dans la donnée relationnelle à quelle étape de vie mon client est-il, dans la donnée transactionnelle, qu'est-ce que mon client achète, dans la donnée déclarative, quel est l'avis de mon client, et dans la donnée comportementale, quel est le parcours de mon client. L'ensemble de la présentation, donc de ce qu'on va voir ensuite pour le processus de data creativity, va être adapté à un secteur d'activité, parce qu'on ne trouvait plus parlant de mettre un exemple avec un fil rouge continu, qui est un secteur qu'on connaît très bien, parce que l'agence travaille énormément dans le secteur de l'agroalimentaire. Et vous voyez donc le type de petit graphique qu'on est capable de ressortir en disant en agroalimentaire, on a énormément de données relationnelles parce que le client partage très facilement sur les espaces clubs, notamment ses préférences alimentaires, ses allergies, le type de produit qu'il consomme, quand est-ce qu'il le consomme. De la donnée déclarative, alors on en a énormément, le foot fait beaucoup parler, mais par contre les données déclaratives qu'on peut rattacher à la marque sont beaucoup plus limitées. On verra après le concept de signal blanc, qui est en fait une donnée déclarative qu'on ne peut pas directement analyser, de laquelle on ne peut rien retirer, et il y en a beaucoup dans le secteur du food. La donnée comportementale, parce qu'on a des environnements web et social media qui sont très riches. Les marques globalement d'agroalimentaire sont présentes sur 3, 4, 5 réseaux sociaux, ont un espace relationnel, un site web, enfin voilà, ont des environnements assez riches, et du coup on arrive à avoir pas mal d'informations sur ce sujet. Et transactionnel est très faible. Tout simplement, quand vous allez au supermarché, vous savez pas, la marque, c'est pas forcément qui vous êtes, qui a acheté, c'est pas des informations qui sont communiquées par le distributeur, si tant est qu'ils les connaissent. Donc là, on va vraiment avoir seulement des informations liées au couponing, des personnes qui ont téléchargé du coupon ou qui ont recherché où trouver un produit s'il y a un store locator sur le site, par exemple. Donc c'est très très limité. Donc voilà, on va faire rentrer donc maintenant l'aspect de créativité issu de l'ensemble de cette data qui donc du coup amène la méthodologie de data creativity. Initialement, la réflexion créative en communication, elle part du planning stratégique. Jusque-là, j'ai rien inventé. Le planning stratégique, c'est la veille, l'étude, la recherche, l'analyse de l'environnement et des comportements des consommateurs. Donc à ce moment-là, on démarrait déjà bien initialement avec des données chiffrées. Données chiffrées qui venaient globalement d'instituts de sondage que vous connaissez, Ipsos, Opinionway, etc., qui vous posent tout un ensemble de questions sur vos habitudes de consommation, sur des sondages qui sont mis en ligne, et qui du coup amènent un premier niveau d'information chiffrée.
avec ce type d'études, voilà ce qu'on peut obtenir comme information. Si on prend l'exemple d'un cuisiniste français qui a mis en ligne cette étude, donc comment les Français perçoivent la cuisine, donc comme un lieu récréatif où il fait bon écouter la radio, la musique, regarder la télévision. Si on leur demande ce qu'ils préfèrent faire dans la cuisine, on va voir un petit peu tout ce qu'ils font autre que cuisiner, à savoir écrire, lire, consulter des emails, bricoler, travailler également. Et 59% des conseils de famille ont lieu dans la cuisine. Donc on voit bien qu'effectivement on partait au départ déjà de données pour nos réflexions en communication. C'est le planning stratégique tel qu'il existe depuis plus de 20 ans dans la communication. Le digital apporte une simplicité là, dans la collecte des informations et des études. Donc là, on voit, c'est la même étude qui est relayée par l'annonceur, qui permet directement de poser ces questions sur ces réseaux sociaux et donc d'aller collecter toutes ces infos et de rapprocher finalement la marque et le consommateur. Vous avez aussi tout ce qui est plateforme de panélistes. Donc là, c'est des gens qui sont rémunérés pour donner leur avis en fonction de leur affinité sur certains produits. Et qui viennent compléter tout ça. Et on va avoir donc également YouTube qui s'y met de plus en plus, c'est-à-dire que toutes ces infos déclaratives la collecte de ces infos déclaratives est de plus en plus simplifiée. L'objectif de l'usage de toutes ces données en planning stratégique, c'est de sortir un insight. Donc si on reprend notre étude de tout à l'heure pour Mobalpa, puisqu'il était cité entre-temps. Si au début du siècle dernier, la cuisine était la pièce principale de la maison, y concentrant la plupart des activités domestiques, les années 50 en ont fait un laboratoire optimisé et fonctionnel, un univers aseptisé réservé à la femme. De nos jours, la cuisine n'est plus un cocon où l'on s'enferme en famille, mais la ruche virevoltante où famille, amis et voisins viennent butiner. Donc ça, c'est l'insight qui a été ressorti par l'agence, tout simplement, qui a utilisé cette étude. Et qui justement est ce qu'on recherche en termes de planning stratégique. Ces chiffres-là, ils peuvent nourrir directement le concept créatif derrière. Donc là, c'est une campagne d'IKEA qui mettait justement au centre, alors on n'est plus sur la même étude, mais c'est le même principe, que 79% des décisions importantes sont prises autour d'une table. La question qu'on se pose derrière ça, c'est très bien, mais comment est-ce que... Alors peut-être certains d'entre vous ont vu ces publicités qui étaient décalées par Ikea, la campagne s'appelait donc « Reprenez votre place à table ». Mais une fois qu'on est là, on n'a pas forcément l'utilisation créative qui peut en être faite, et ça soulève cette question. Comment associer à ces données la puissance créative du digital pour enrichir l'expérience consommateur ? Donc pour ça, on va avoir un autre outil qui va donc être le cahier de tendance. Le cahier de tendance, qu'est-ce que c'est ? En fait, il a pour objectif d'anticiper les tendances futures en analysant et en influençant les usages actuels. Donc le cahier de tendance, je pense que vous le connaissez tous dans le domaine de la mode. L'objectif dans le domaine de la mode, c'est d'anticiper les modes futurs en analysant des signaux, des phénomènes, mais aussi des évolutions technologiques, économiques et socioculturelles. Ce qui va permettre donc de vraiment voir ce qui peut se passer par la suite sur ce secteur. Mais le cahier de tendance, on peut également s'en servir en food. Alors en food, comment on va pouvoir s'en servir ? Déjà, il faut bien avoir une chose en tête, c'est-à-dire que le cahier de tendance, on n'est vraiment plus au niveau du planning stratégique, c'est vraiment plus des chiffres, on est vraiment sur des choses qui sont très inspirationnelles. Donc là, on a un premier cahier de tendance qui est plutôt autour d'un produit. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vraiment avoir sur le secteur food, ce qui permet vraiment de mettre en place des innovations culinaires. Par exemple, je pense que personne n'est passé à côté de cette tendance autour de l'avocat. C'est vraiment des choses qu'on peut retrouver autour de ces carnets de tendances. On peut également avoir des tendances au niveau des nouveaux moments de consommation. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple de cette étude qui montre qu'aujourd'hui, les Français ne prennent plus le temps de petit déjeuner chez eux. Donc ça, c'est autant d'informations qui vont être très intéressantes pour les marques, pour les entreprises, ce qui va nous permettre en fait, d'adapter nos formats, de développer de nouveaux formats pour répondre aux attentes de nos clients, mais également s'adresser auprès d'eux d'une manière totalement différente, puisqu'ils n'ont plus les mêmes besoins. Et enfin, on constate, là je vous ai mis un exemple d'une petite infographie, parce que les carnets de tendance, c'est très inspirationnel, on a beaucoup de photos, des choses comme ça, mais ça peut aussi être fait sous forme d'infographie, donc voilà, avec des formats qui sont un peu plus originaux. Là par exemple, je vous ai mis une tendance autour du flexitarisme, donc là c'est vraiment une tendance sur des façons de consommer. Le flexitarisme, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une tendance qui veut qu'on consomme un peu de tout et que c'est très bon de consommer un peu de tout.
Et donc on va retrouver dans cette petite infographie des éléments plus en détail, enfin des éléments plus précis pour savoir exactement ce qu'est le flexitarisme, quelles personnes ça touche et comment on peut les toucher nous directement. Donc tout ça, ça va vraiment nous permettre de détecter la tendance sur laquelle on veut avancer, sur laquelle on veut travailler. Tout l'objectif derrière, ça va être vraiment de s'assurer que cette tendance réponde vraiment à mon consommateur aujourd'hui. Pour justement s'assurer d'être capable d'avoir une audience autour de ces tendances, on va utiliser un outil qui est bien connu des personnes qui font du SEO, du référencement naturel, qui est l'étude de mots-clés. Donc l'étude de mots-clés, c'est l'identification des requêtes les plus souvent tapées dans les moteurs de recherche par les utilisateurs. Notre outil pour ça, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai cité, c'est évidemment Google. Google Trends, Google AdWords aussi avec le planificateur de mots-clés et YouTube. Et donc toutes ces informations sont souvent regroupées au sein de dossiers proposés directement par Google qui nous proposent de réfléchir avec lui, qui sont les études Think with Google. Au sein de ces dossiers, donc, on va retrouver de l'analyse de tendances. Ces tendances, elles sont classées dans 6 grandes catégories par Google. Donc les tendances qui sont en hausse durable, donc qui sont des tendances qui s'inscrivent dans le temps et qui sont en augmentation régulière. Les tendances qui sont en hausse saisonnière, donc là on le voit effectivement avec cette approche de saisonnalité, mais globalement une croissance. Les tendances à croissance exponentielle, ce que Google appelle les Rising Stars, avec justement directement une tendance qui démarre très très rapidement et qui était peu présente jusque-là. Et ça, c'est souvent le propre des tendances consommateurs, c'est qu'on ne les a pas forcément vues arriver auparavant et elles explosent d'un coup. Et on a les 3 autres qui sont plutôt sur des courbes décroissantes, la décroissance durable en l'occurrence, la décroissance saisonnière, et le dernier qui est ce que Google appelle l'étoile filante, Falling Stars, avec justement une tendance qui était en croissance exponentielle mais qui redescend presque immédiatement. À partir de ça, de l'ensemble de ces tendances, on va aussi récupérer tout un ensemble d'informations sur les cibles, à savoir quelles cibles consomment quel type de tendance, comment est-ce qu'elles le consomment. Là, on a une étude YouTube qui nous montre justement comment une même personne peut se comporter en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père de famille ou en tant que mère de famille, et quel type de contenu agroalimentaire il va consommer, de l'inspiration à la préparation du repas sur la droite. Donc ça, c'est tout un ensemble d'informations qui nous sont fournies par Google, en plus de tendances lourdes, qui sont des tendances là, directement rattachées à un type de produit. Donc voilà, c'est cette même étude qui nous fait remonter ici 5 grandes habitudes, 5 grandes tendances plutôt de l'agroalimentaire. On va s'attacher donc à une d'entre elles, The Pasta Comeback. Comme pour Solène tout à l'heure avec le Nutella, c'est pas forcément une passion, mais je trouvais qu'il était intéressant de faire un focus dessus. Et on voit effectivement qu'on est sur une tendance durable qui est en hausse régulière depuis plus d'une dizaine d'années et sur laquelle il y a de plus en plus de requêtes. Ces requêtes, elles se font majoritairement le week-end, donc là on n'est pas du tout dans la pâte en tant qu'accompagnement, mais vraiment sur ce côté un petit peu plus premiumisation de la pasta. Donc le samedi, dimanche, à partir du vendredi soir, globalement. Et il nous donne l'ensemble des mots-clés qui sont associés à cette tendance. Majoritairement des ingrédients ou des manières de les préparer. Du coup, l'ensemble de ces tendances, si je suis un annonceur, si je suis une marque food, ça va être génial pour moi, ça va me permettre d'anticiper toute ma création de contenu, de dire ok, je vois saison par saison les aliments qui intéressent les gens, je vais être capable de créer mes recettes et je suis capable de planifier mes recettes pour les 12 mois à venir en étant quand même attentif aux dernières tendances qui peuvent arriver, type étoile filante comme on les a vues tout à l'heure. Alors ça, c'est assez intéressant, mais sauf que le problème, c'est que comment on fait quand il n'y a pas de recette ? Parce que cette même étude, elle nous montre que les utilisateurs aujourd'hui, les clients, ils ne sont pas seulement à la recherche de how to cook, ils vont rechercher plein de how to. Donc par exemple, how to cut, how to mince, ils vont rechercher vraiment énormément de choses, mais pas forcément que des recettes. Ils vont même rechercher des bénéfices, des choses comme ça.
Donc on peut voir que finalement, ce n'est pas seulement la recette qui va être créative, mais qu'il va falloir vraiment aller chercher autre chose ailleurs et trouver finalement, identifier les principaux carrefours d'audience autour de cette recherche, autour de ces pastas, comme bac. Donc le carrefour d'audience, c'est globalement une tendance dont les gens parlent déjà, sur lesquelles il y a déjà une audience, ce qu'on appelle globalement le trending topics. Donc c'est un sujet tendance à un instant donné, éphémère ou durable en fonction du nombre d'interactions qu'il génère sur les réseaux sociaux. Le trending topics, vous le connaissez en mode TT sur Twitter, avec justement le top 10 en fonction de votre localisation, qui inspire énormément les médias, tout ce qu'on peut entendre à la radio, qui s'en sert énormément, et le consommateur aussi. Voilà, vous avez le 1989 Tour LA qui est le concert musical de Taylor Swift. Vous avez tout ce qui peut être Je merci, etc., qui est très utilisé par les tweetos. Mais la marque, elle doit inspirer sur son propre territoire. Elle ne peut pas se contenter d'aller mettre rapidement quelques prises de parole en fonction de carrefours d'audience généralistes. Donc comment est-ce qu'elle va fonctionner, la marque ? Est-ce qu'elle va se contenter d'aller sur Instagram, regarder un petit peu ce qui se dit ? Donc le pain sans gluten, les hot dogs. Le pain sans gluten, c'est 50 000 publications. Les hot dogs, c'est 2 millions. Du coup, on va parler que de hot dogs. Évidemment, ce n'est pas une prise de parole qui est possible pour une marque. Et donc, du coup, elle va aller chercher des tendances beaucoup plus faibles qu'elle va chercher justement à faire émerger. Et on revient justement sur notre No Recipe qu'on a vu tout à l'heure, qui est justement une tendance qui a tendance à grandir de plus en plus. Alors c'est une tendance là, vraiment tout à fait actuelle, sur laquelle on a de plus en plus de messages qui émergent sur justement des gens qui veulent cuisiner sans recette, vraisemblablement. Ce No Recipe, il est parfaitement intégré à l'univers food actuel. On s'en aperçoit rapidement avec un nuage de mots-clés entourant ce hashtag, où on retrouve alors là tous les gros carrefours d'audience et les best practices du food, le yummy, le food porn, le homemade, le foodie, delicious, etc. Enfin là vous retrouvez vraiment l'ensemble. Donc on voit bien que c'est un hashtag qui est parfaitement intégré à l'intérieur de l'environnement food. Une fois qu'on aura du coup détecté cette tendance, tout l'objectif c'est de pouvoir analyser ce qui se dit un petit peu autour. Donc là, on va vraiment avoir besoin de faire une analyse avec un process de web monitoring. Donc c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps identifier un champ sémantique autour de notre idée, donc là autour du No Recipe. On va ensuite catégoriser les différentes données qu'on va pouvoir trouver. Donc on va les catégoriser comment ? Soit par marché, soit par produit, soit par moment de consommation. On va ensuite quantifier toutes ces données, savoir combien on va retrouver de données, puis les sélectionner et enfin les interpréter en data creativity. Et c'est là où on va vraiment avoir besoin d'un humain, ça ne peut pas être une machine ou un robot qui fait ça, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un derrière qui va justement en fait, identifier les signaux qu'on va trouver autour du hashtag NoRecipe. Si tu peux juste changer de slide. Merci. Et du coup, ces signaux, on va les classer en trois parties. Donc on va avoir un premier signal qui va être plutôt un signal faible. Donc ça, c'est quelque chose d'assez subtil qui est porteur d'opportunités. Donc ça, c'est ce dont vous parlez, Vincent, tout à l'heure, avec le hashtag NoRecipe. Donc là, on est vraiment sur un signal faible. On va avoir des signaux qui vont être beaucoup plus forts. Donc ça, c'est des signaux qui vont vraiment nous interpeller, qui vont déclencher chez nous un réflexe autour de l'événement. Donc ça, généralement, c'est des choses où tout le monde va en parler. Vous les retrouvez quasiment sur toutes les données que vous allez pouvoir ressortir. Et on va enfin avoir un signal blanc. Donc qu'est-ce qu'un signal blanc ? C'est simplement un signal qui est dépourvu de contenu, qui ne va pas nous apporter grand-chose. Donc là, si on reste autour du food, par exemple, et autour des pâtes, c'est tout ce qui va être no food, porn food ou des choses comme ça. Pour pouvoir analyser toutes ces données en web monitoring, on va avoir plusieurs solutions. Donc on va avoir des solutions qui sont aujourd'hui leaders. On pense notamment à Radian6, Radarly, Digimind, Synthesio ou Brainwatch, qui ont chacun une petite spécificité, mais voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment les solutions leaders en outils de web monitoring. Et on va également avoir des solutions freemium. Donc ça, c'est des solutions qui sont
en tout ou partie gratuites, donc vous pouvez utiliser directement. Et donc ces solutions, elles vont nous permettre de scanner directement tout ce qui se dit sur Internet autour du sujet que vous aurez défini. Donc comment on va faire ça ? Tout simplement grâce aux keywords qu'on aura sélectionnés. On va également sélectionner une période sur laquelle on va vouloir analyser des messages. Ça peut être par exemple, on va analyser des messages plutôt sur la période de Noël, plutôt sur la période de Pâques, sur la période de l'été. Donc ça, c'est vraiment toutes des choses qu'on va pouvoir choisir. On va également pouvoir choisir les pays sur lesquels on veut se concentrer et concentrer notre analyse. Les langues aussi, ça peut être assez important. Et enfin, tous les médias. Parce que comme je vous le disais, ces logiciels, ils vont vraiment scanner tout ce qui se dit sur Internet. Donc on ne va pas sortir seulement tout ce qui se dit en social media. Bien évidemment, vous retrouverez des photos sur Instagram, des tweets, des publications. Mais vous allez également avoir tout ce qui se dit sur les forums, tout ce qui se dit dans des articles. Donc ça vous fait vraiment une analyse assez globale de tout ce qui se dit autour du sujet que vous aurez sélectionné. Donc Solène, elle a occupé ce poste de social media manager en travaillant avec ces outils chez nous pendant 2 ans. Donc si vous avez des questions justement dessus, c'était une petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, qui veulent pouvoir le mettre en place. On pourra y répondre tout à l'heure. On va revenir là, nous, sur nos récipes. Donc là, j'ai fait une petite étude avec un outil gratuit que justement on vous a donné tout à l'heure. Et on voit qu'effectivement, on a une tendance de fond en termes de volumétrie, puisqu'on a près de 40 000 publications sur Instagram depuis le début de l'année. Et sur cette semaine, c'est un screenshot que j'ai fait hier, donc on a 170 personnes, 170 publications et 150 personnes à peu près qui ont publié. Ce qui veut dire globalement que sur une semaine, on est effectivement sur une tendance de fond, sur une tendance durable. Et ce qui permet de définir un trending topics, y compris pour Twitter, c'est le nombre de personnes qui tweetent, le nombre de tweets et la fréquence de ces tweets. Donc là, on est complètement dedans. À partir de ça, à partir de justement tout ce travail sur les mots-clés, de toutes les étapes qu'a détaillé Solène tout à l'heure, qu'on ne peut pas vous montrer là, mais qui sera assez longue, mais c'est toutes les étapes que Solène a détaillées, on fait apparaître d'autres tendances qui viennent justement se greffer à notre tendance de fond du no-recipe. Alors ici on a le scratch made, là c'est le fait de partir de zéro, de commencer, donc c'est complètement attaché là aussi à la cuisine, et c'est le fait de se dire voilà, c'est ce plat là, je l'ai fait moi, je l'ai inventé moi-même, je suis parti de rien, uniquement d'inspiration que j'ai vue, et je l'ai créé complètement. Et donc là, on a effectivement une tendance complémentaire sur laquelle la marque pourrait avoir une prise de parole intéressante pour porter ce message de la liberté culinaire finalement et de l'inspiration sans recette. Une deuxième, c'est le batch cooking. Le batch cooking, c'est quoi ? C'est le fait justement de préparer le week-end ces plats pour la semaine. Alors on prépare pas forcément tout le plat, mais on va préparer les ingrédients et finalement après le soir ou le midi, on va composer un petit peu en fonction de ses envies, en fonction des contraintes du quotidien, en fonction de ce qu'on a pu préparer en amont. Et donc on est bien là aussi sur cette approche à la fois de cuisine mais également d'inspiration. Donc ces deux grandes tendances sont autant de points de contact que la marque va pouvoir utiliser. Je vous ai résumé donc là les 4 étapes d'un travail en data creativity. Donc le périmètre d'écoute, on l'a vu tout à l'heure avec l'ensemble des mots-clés. Le volume et la période d'analyse, c'est ce que Solène vous a détaillé tout à l'heure et que je vous ai amené sur le no-recipe. L'interprétation en data creativity, c'est ce qui nous permet de sortir ces deux tendances. Et on va aller encore un petit peu plus loin parce qu'en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces tendances pour en faire une ligne éditoriale. D'accord ? Comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir prendre la parole autour de ces tendances ? Pour ça, on continue un petit peu nos recherches. Donc là, on sait globalement la tendance de fond qu'on a et on regarde et on se dit, mais le no-recipe, en fait, il se trouve que sur Internet, c'est clairement défini comme the next big thing, c'est-à-dire qu'on a The Guardian, le New York Times, Le Monde, Slate, tous ces médias leaders qui en parlent et qui sont en train de commencer à relayer cette tendance de fond qui, de base, est venue des États-Unis.
Quel est le message justement qui est porté derrière dans la presse, parce qu'effectivement on veut vérifier que la presse utilise bien le même message que le consommateur. C'est si de nombreux livres de recettes se vendent encore, ils relèvent désormais plus de la food porn, qui est la tendance générale qu'on a vue tout à l'heure, phénomène désignant la prolifération de photographies en nourriture sur le web, que du réel manuel d'instruction. Et serait régulièrement qualifié dans les commentaires sur Amazon de beau livre pour table basse. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez revérifier avec justement votre analyse de données déclaratives autour de la tendance. On l'a fait, c'est le cas. On a des applications mobiles qui se lancent et qui vendent justement cette tendance. Donc là, on a une appli, Not Recipes, mise en place par un média qui s'appelle Food52, ou 52, parce que c'est pas un média français. Du coup, qui lui directement va pousser les astuces, les petits conseils qui ne vous donnent pas finalement ce que vous allez cuisiner, mais plutôt comment vous allez le cuisiner. Donc on est bien, là encore, dans autant de preuves qui viennent appuyer notre tendance. On est allé voir aussi, après l'approche média, on a l'approche expert, et finalement, mais qui a fait naître cette tendance? D'où est-ce que c'est venu? C'est venu en fait de New York au départ, et donc du chef Mark Matsumoto, qui se définit comme quelqu'un qui est là pour justement apprendre les basiques, les techniques, pour redonner confiance et donner de l'inspiration dans la cuisine. Donc on est exactement là encore dans notre tendance. Et ce message, Mark Matsumoto, il le porte directement sur son blog avec tout un ensemble de plats pour lesquels il va non pas donner la recette, mais donner des astuces autour qui permettent justement de s'inspirer et d'arriver à la réalisation de ces plats. Au passage, vous noterez que sur son blog, actuellement, on retrouve tout ce qui est lié aux tendances de fond données par Google. Les spaghettis, vous avez les paccheri, alors ça pour le coup je ne les connais pas, mais ça ressemble à des rigatoni. Vous avez les noodles en haut. Et l'étude de food que je vous ai montrée donc, de Google date du début de l'année, mais ils ont l'équivalent sur la partie boisson. Et dans la partie boisson, qu'est-ce qui valorise? Le matcha. Donc on voit bien que même en vantant une tendance de fond comme le no recipe, il s'appuie aussi sur les sources de trafic qu'on a pu identifier avec l'étude de mots-clés en amont. Quelle philosophie derrière ça? Et ça, c'est le témoignage du chef, tout simplement, qu'on a retrouvé. Le fait que la non-recette part du principe que si nos grands-mères pouvaient se passer de livres, nous le pouvons nous aussi, qui va du coup nous apporter un troisième message complémentaire au scratch made et au batch cooking, qui est la tendance du comfort food. Le comfort food, c'est le fait justement de vouloir qu'on remette en fait des moments de nostalgie, des moments de la cuisine traditionnelle au goût du jour, avec un petit côté justement Madeleine de Proust, c'est-à-dire c'est la cuisine de notre enfance qu'on cherche justement à remoderniser. Là encore, on vérifie, on est bien dans l'univers avec le nuage de mots-clés agroalimentaire, on est bien sur des volumes qui sont intéressants. Et on trouve aussi là, des projets intéressants comme le Grandma Project, qui est justement un projet où des petits-enfants filment, réalisent des vidéos, des conseils de leur grand-mère. Donc on est complètement avec le comfort food dans ce message, et on a donc derrière 3 messages qu'on peut construire, qu'une marque peut construire autour de ces tendances de fond du no recipe. Le scratch made, donc mettre en avant la fierté du homemade. Le batch cooking, la préparation en amont pour parer à toutes les situations du quotidien. Et le comfort food, la cuisine traditionnelle remise au goût du jour. Je suis désolé, j'avais oublié de vous passer la slide en même temps. Voilà, donc pour terminer, le no recipe est une vraie tendance de fond. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour les marques de food à prendre la parole sur cette tendance. Elle se situe finalement au juste milieu entre le porn food, qui est cette tendance justement de valoriser le plat terminé avec un côté très gourmand, et le no food qui est son opposé, qui est en gros tout ce qui va terminer par free, sugar free, gluten free, tout ce que vous voulez, qui du coup est plutôt sur une forme de valorisation des régimes. Le no recipe est transverse à tout ça, parce qu'en fait il met en avant la liberté de cuisiner,
on a mis en avant 3 messages qui sont largement au-dessus des clivages porn food ou no food, et qui du coup sont un territoire d'expression idéal pour une marque d'agroalimentaire. Alors juste pour conclure, on va revenir sur d'autres usages en data creativity, parce qu'il y en a énormément d'usages. On va d'abord revenir sur les campagnes digitales. Aujourd'hui, Data Creativity peut vraiment améliorer la performance de vos campagnes. Et comment ? Tout simplement en diffusant à vos clients du dynamic content, c'est-à-dire que votre client ne sera pas exposé 20 fois au même message. On va vraiment lui envoyer des messages personnalisés avec des formats qui vont aussi être assez différenciants pour pas que ce soit tout le temps le même message et que ce soit trop redondant, sinon ça ne passera pas. On va également se servir de la Data Creativity du coup en ICRM. Donc ICRM, qu'est-ce que c'est ? C'est l'activation du CRM. Et comment ? Tout simplement en identifiant de nouveaux moments of truth, donc des nouveaux moments de vérité où on va vraiment pouvoir s'adresser à nos clients. Donc c'est-à-dire qu'on va revenir un peu à des basiques de la communication et on va envoyer le bon message au bon moment et à la bonne personne. Ça, c'est tout l'objectif aujourd'hui qu'on veut amener avec ce positionnement de Data Creativity. Et enfin, donc en e-réputation, où là, le brand monitoring va vraiment pouvoir améliorer l'influence en social media en construisant des stratégies social media qui ne sont pas seulement transcendées par une intuition, mais qui répondent vraiment aux besoins de vos clients aujourd'hui. Merci donc pour votre attention et pour votre participation à la conférence. Juste un dernier petit mot pour vous dire que tout ça, on l'a réalisé très rapidement. C'est des choses qu'on observe à date. Tout le contenu que vous voyez, il date d'il y a quelques jours. C'est une méthodologie qui est assez rapide à mettre en place. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Je crois qu'on a encore une petite dizaine de minutes.